Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette session d'information dominicale, jour d'élection pour les Nigériens de la 9e circonscription électorale. Il s'agit des Nigériens de la diaspora. Ils sont les Nigériens à travers 15 pays de ce monde qui sont appelés ce dimanche à voter pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il s'agit principalement du vote de 5 députés. Ce vote n'a pas pu intervenir il y a déjà 2 ans et demi et dans l'ensemble, cette journée électorale s'est bien passée un peu partout. On fait d'abord le point du déroulement de ce scrutin à Dakar, la capitale sénégalaise. Au Sénégal, ce sont 3289 Nigériens qui sont appelés à voter dans le cadre de ces élections législatives partielles. Et en ce jour de vote, dans les 16 bureaux érigés dans l'ensemble du pays, dont 6 à Dakar, l'engouement est au rendez-vous. L'ambassadeur, avec à ses côtés la présidente et la vice-présidente de la commission électorale diplomatique du Niger au Sénégal, se satisfait du bon déroulement du scrutin. La CENI a mis en place tout le dispositif, non seulement les ressources matérielles et financières, mais également le personnel nécessaire. Outre la présidente de la commission électorale, la CENI a envoyé un superviseur et 2 membres de la Cour constitutionnelle sont venus pour l'observation des élections. Donc tout le dispositif est en place, tout est fin prêt et c'est le lieu pour moi de féliciter et remercier les membres de la commission électorale qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre le scrutin possible. Il faut que tout le monde fasse le déplacement, parce qu'il va de l'intérêt de notre Parlement, il va de l'intérêt du Niger, et c'est un devoir civique auquel tout le monde est censé avoir satisfait. C'est l'aboutissement d'un long processus marqué par 3 opérations. L'enrôlement biométrique, l'affichage et la distribution des cartes, le tout piloté par la vice-présidente de la commission électorale diplomatique du Niger au Sénégal. Tout comme au Sénégal, dans 14 autres pays de par le monde, les Nigériens à l'étranger élisent les 5 députés restants pour compléter l'effectif de 171 parlementaires prévu par la Constitution de la 7e République. Et dans les 14 autres pays de la diaspora, le scrutin s'est globalement bien déroulé. On fait le point dans ce sujet signé Youssoufou Haïdara du déroulement de ce vote des Nigériens de la diaspora pour ces législatives partielles, notamment vote au Bénin, au Ghana et en France. Tôt ce matin, les Nigériens de la diaspora se sont rendus au niveau des bureaux de vote ici à Cotonou, Lomé, Ghana ou encore en France pour élire les 5 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour le compte de la diaspora. À Cotonou, l'engouement est au rendez-vous. Donc militants et militantes, Nigériens et Nigériennes, nous sommes actuellement à l'ambassade du Niger au Bénin. Arrondi Angouma, Kangogete, ambassade du Niger au Bénin. Nigériens, il faut voter. Parce que Watkan vote général était Niger, Borakul, né vote et cité. Mais il faut dire que le 8 juin, mercredi 8 juin 2023, président de la République en Cambodge, Katirbon, en est voté gâté. À Lomé, par contre, l'affluence a été peu timide dans la matinée. Seuls quelques électeurs se sont présentés. Au Ghana, même si les Nigériens étaient sortis pour élire leurs députés, des cas de tentatives de fraude ont perturbé le déroulement du scrutin. Vite alerté, la police a intervenu pour mettre aux arrêts les initiateurs de ces fraudes. Partiel pour le compte de la diaspora, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé que les Nigériens de la diaspora attendus sont au nombre de 205 314. Ces derniers sont répartis dans 602 bureaux de vote à travers 15 pays.
Reportage réalisé sur la base d'images reçues à travers les téléphones portables, mais aussi les réseaux sociaux à nos équipes de reportage. Restons avec les élections, cette fois-ci avec nos voisins du Mali qui sont également appelés aux urnes ce 18 juin 2023. Il est question ici d'adopter une nouvelle constitution. Ils sont plus de 8 millions de Maliens à être convoqués aux urnes et c'est un véritable test pour les autorités de la transition malienne. Ce Bamakois ne préfère pas donner son nom, mais permet tout de même aux caméras d'immortaliser ce moment. Après une fouille de sécurité, comme près de 8,5 millions de Maliens, il va pouvoir dire oui ou non au projet de nouvelle constitution. C'est le premier référendum organisé au Mali depuis le coup d'État militaire d'août 2020. En tout cas, c'est un jour historique, c'est un jour important et je pense que tous les Maliens doivent venir accomplir leur devoir civique. Un scrutin en forme de test électoral pour le colonel Assimi Goïta qui a voté ce matin, 8 h, heure locale, à l'ouverture du bureau de vote du camp militaire de Kati. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Avec ce projet de nouvelle constitution, le président de la transition promet de ramener le pays à un régime civil lors des présidentielles de 2024. Malgré la présence de représentants des deux camps et de quelques observateurs nationaux, l'insécurité persistante pourrait empêcher le vote dans de nombreux territoires. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Et les Maliens résidents ou de passage au Niger ont également voté ce matin dans l'éventualité d'adopter ou de rejeter cette nouvelle constitution. On suit le déroulement de ce scrutin tel que ça s'est déroulé ici à Niamey dans ce reportage signé Sidi Kouarouna. À l'instar de tous les Maliens du monde entier, la communauté malienne résidente au Niger s'est retrouvée à l'école Souni pour dire oui ou non à la nouvelle constitution soumise à leur appréciation. Au total, 41 centres de vote sont répartis à travers tout le Niger pour quelques 20 000 votants maliens. Les opérations de vote se poursuivent normalement, qu'il s'agisse de la logistique, des ressources humaines, tout est en place au grand bonheur du président de l'autorité indépendante de gestion électorale du Mali. Le vote se passe dans de très bonnes conditions. Malgré l'éloignement de la population, il y a une mobilisation très forte. Depuis 7h30, nos parents étaient là et ils continuent à chercher leur bureau de vote dans les deux centres indiqués pour ce vote. Pour le président CSDM de la diaspora malienne, ces opérations de vote symbolisent un nouveau départ pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Le changement de cette constitution est voulu par le peuple malien. Il vous souviendra qu'il y a eu des mouvements qui ont été mis en place, qui a abouti à un soulèvement qui a finalement résulté au 18 août, qui est le début de la transition. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est le peuple malien qui a décidé d'une nouvelle constitution depuis les dialogues nationaux inclusifs jusqu'aux ANR, Assises nationales de réformation. Donc c'est un changement voulu par le peuple malien. Et c'est en rentrant dans la 4e République que nous allons pouvoir exercer pleinement nos droits, le choix stratégique de nos partenaires, le respect au sein de la communauté internationale, notre décision de notre politique extérieure et notre sécurité intérieure. Même son de cloche au niveau de Albert Touré, qui au passage a profité pour saluer cette forte mobilisation ayant caractérisé les dites élections. Alors, aujourd'hui, 18 juin 2023, c'est une journée historique pour le Mali et pour les Maliens, et pour ne pas dire pour toute l'Afrique. Et donc, nous, ici, la diaspora malienne au Niger, on a reçu le mot d'ordre de notre président international qui est Chérif. Il nous a dit, voilà sa position, de mobiliser toute la diaspora malienne au Niger pour que ce jour-là soit un jour de nouveau Mali. Alors vous avez vu, tous les Maliens du Niger sont là. Chacun est pressé pour chercher son bureau de vote et pour voter pour la Constitution
comme l'ambassadeur vient de dire, c'est une constitution qui est faite par les Maliens, pas par ailleurs. Donc je remercie bien l'ambassadeur du Mali au Niger. Même constat de satisfaction chez l'ambassadeur du Mali au Niger. Lui aussi se félicite de ce que ces opérations se soient déroulées dans le calme et la sérénité, appelant au passage les Maliens et les Maliennes à se mobiliser davantage pour le Mali. De la cohésion, c'est de ne pas oublier quand même qu'on est à l'étranger, mais il y a un pays. Vous avez un pays qui est certainement à des potentialités. Il y a la terre, il y a les ressources. Donc on les demande maintenant de serrer la ceinture pour pouvoir investir chez vous. Parce que ce que vous oubliez, notre sous-région, c'est une région très riche. On ne peut même pas cacher. C'est un scandale. Je le sais. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer, en commençant par l'eau d'abord. Le Niger, le Mali et le Burkina, c'est l'une des plus grandes réserves stratégiques à l'eau douce. Les plus hauts responsables maliens au Niger n'ont pas manqué de saluer les efforts des plus hautes autorités nigériennes dans la réussite des opérations de vote. Ils ont par ailleurs invité les Maliennes et les Maliens au Niger à plus de persévérance dans leur accompagnement à soutenir le processus déjà entamé de doter le Mali de nouvelles institutions. Restons au Mali avec ce départ demandé par les autorités de transition maliennes de la force onusienne, la MINUSMA. Selon les autorités de transition du Mali, sa présence est un véritable échec. La MINUSMA n'a pas pu ramener la paix et la stabilité dans le pays, conformément à son mandat. Les détails dans ce résumé signé Balima Borema. Lorsqu'en 2013, l'Organisation des Nations Unies mettait en place la MINUSMA, personne ne se doutait de l'usure qu'allait prendre cette force de plus de 12 000 militaires et policiers venus de plusieurs pays dont le Niger dans le cadre de la recherche de la paix au Mali. C'est ce qu'a dénoncé le ministre malien des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies ce jeudi 15 juin 2023. Ablaye Diop a purement demandé le retrait de la MINUSMA de son pays. Sinon, comment expliquer que la situation sécuritaire du Mali en 2013 soit bien meilleure à celle que nous connaissons de nos jours? Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Pour sa part, le gouvernement de transition n'a jamais perdu de vue que la responsabilité première de la défense du territoire national et de la protection des populations ainsi que des biens relève avant tout de l'État malien. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains sur les événements de Moura de 2022. Selon le chef de la diplomatie malienne, à Moura, il n'y avait pas eu de violation des droits humains. Sur la base de renseignements fiables et précis faisant état de la présence à Moura de principaux chefs terroristes pour collecter le fruit des rackets contre les populations, organiser et planifier des attaques d'envergure, les forces de défense et de sécurité du Mali ont pris la décision de mener une opération d'opportunité aéroterrestre à la hauteur de cette menace, afin de mettre un terme à la souffrance de nos populations. Le gouvernement rejette vigoureusement les conclusions hâtives du rapport biaisé du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous voyons dans ce rapport orienté une volonté réelle de certains États d'instrumentaliser notre organisation commune pour nuire, voire punir le Mali pour ses choix souverains. Mieux, quel crédit peut-on accorder à un rapport qui tend désespérément à faire croire que les forces de défense et de sécurité ciblent des populations civiles qu'elles protègent conformément à leur mission? La MINUSMA a été aussi au cœur des crises, notamment entre les autorités de la transition au Mali et la Côte d'Ivoire, avec l'interpellation et l'incarcération pendant près d'un an de 49 militaires ivoiriens supposés être des mercenaires.
Pour le gouvernement de la transition au Mali, le Mali a suffisamment de moyens pour prendre aujourd'hui en charge la sécurité des Maliens. Parlons à présent de cette initiative de médiation africaine menée par 4 chefs d'État du continent tentant de ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine. Bonferré Télévision a joint au téléphone Dr Bounti Amadou Diallo, enseignant-chercheur à la retraite à l'Université Abdou Moumouni de Niamey et analyste politique. Selon lui, les chefs d'État africains feraient mieux de rechercher la paix d'abord en Afrique en tentant de ramener la paix au Soudan, voisin ou encore en Libye. Balima Bourema l'a joint au téléphone pour Bonferré Télévision. On suit son reportage. Le ridicule n'est-il pas, a-t-on coutume de dire, un dicton qui résume parfaitement cette démarche des dirigeants africains qui prétendent aller faire la paix entre la Russie et l'Ukraine en guerre meurtrière il y a un peu plus d'1 an. Nombreux même sont les Africains qui y voient plutôt de l'hypocrisie. Et pour cause, leurs compatriotes ont du mal à comprendre comment peuvent-ils enjamber le feu sous leurs pieds qui brûle la Libye, le Soudan et même le Sénégal pour vouloir aller éteindre un feu qui brûle à des centaines de milliers de kilomètres d'eux. Le sociopolitologue Dr Amadou Bounti Diallo estime à juste titre leur mission ridicule déjà vouée à l'échec. Pour lui, sans aucun doute, et ils vont juste pour amuser la galerie. En quoi ces gens-là peuvent influencer le cours des événements, là où les grands ont échoué? Ce n'est pas de régler le problème soudanais qui est beaucoup plus crucial, qui le concerne directement, où il y a des millions de déplacés, des milliers de morts directement. Ils sont allés juste pour amuser la galerie. Bon, les gens vont les recevoir avec beaucoup de respect, mais dans le fond, ils ne peuvent pas changer le cours de l'histoire. Pour l'analyste politique, l'Afrique ferait mieux de voir comment profiter des retombées de cette guerre, en cherchant plutôt à se libérer du joug des puissances occidentales qui la maintiennent dans la dépendance et la pauvreté que de vouloir initier un quelconque projet de paix mort-né. Il faut d'abord que les Africains, surtout francophones, cherchent à se libérer du joug francophone. Mais à partir du moment où les gens vont là-bas juste pour amuser la galerie et surtout, ils ne remettent pas en cause l'hégémonie française en Afrique, moi je me dis que l'Afrique n'a rien à y gagner. Et vous voyez que nous avons même tout à perdre parce que il se trouve que depuis que cette guerre est déclenchée, les prix des denrées alimentaires, les acteurs n'ont fait que grimper. Donc moi je me dis que sincèrement peut-être que c'est ce qui motive leur départ là-bas, mais dans le fond, je me dis que l'Afrique ne gagnerait rien. Comme pour donner raison à Dr Amadou Bounti Diallo et à tous ces Africains ayant dénoncé la dite mission, Volodymyr Zelensky, l'un des protagonistes de ce conflit, a déjà fait savoir qu'il rejetait cette médiation africaine et ses conclusions. Reste à écouter Vladimir Poutine, l'autre belligérant que ses leaders vont rencontrer plus tôt ce week-end. Pour nombre d'Africains, il pourrait mieux faire de négocier la Russie à leur fournir du blé que de se mêler d'une affaire que même les grands du monde n'ont pas pu régler. Sujet sur l'initiative de médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine, signée Sidipou Haruna et non Balima Bourema, comme je le disais il y a quelques instants. Parlons à présent du Hajj 2023 avec l'agence de pèlerinage Ambali Voyage qui fait le point du déroulement du Hajj, notamment en ce qui concerne ces pèlerins. L'administration de l'agence de pèlerinage a animé un point de presse à cet effet en donnant la position exacte de ces pèlerins qui se trouvent aujourd'hui entre les deux villes saintes de la Mecque et de Médine. À la date d'aujourd'hui, tous les pèlerins de l'agence Ambali Voyage se trouvent présentement dans les deux saintes villes, Médine et la Mecque en Arabie Saoudite. L'agence Ambali Voyage s'est réjouie du bon déroulement et de la parfaite organisation du Hajj édition 2023, conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État. Les pèlerins effectuent convenablement les rites dans les meilleures conditions. C'est ce qui ressort du point de presse animé ce 18 juin 2023 par la direction générale de l'agence. Ce qu'il faut dire, c'est que la totalité de nos pèlerins
sont actuellement entre la Mecque et Médine. Donc nous sommes dans la phase opérationnelle du Hajj. Nous équipons d'encadreurs, notre staff administratif, notre staff technique. Une grande partie sont entre la Mecque et Médine avec nos pèlerins. L'agence Hanbali Voyage remercie le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour son implication personnelle dans la réussite du Hajj. Cette année, les autorités se sont très bien impliquées. Nous les félicitons parce que vous savez, c'est la première fois que dans le cadre du transport des pèlerins, nous nous sommes retrouvés avec 3 avionneurs, 3 compagnies différentes pour transporter les pèlerins. Et ça a beaucoup impacté, en tout cas, le transport positivement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réjouit du fait que, en tout cas de notre part, pour notre en tout cas, agence, nous réjouissons du fait que nous avons pu faire partir dans le délai, en tout cas, tous nos pèlerins. Alors, nous disons chapeau aux autorités pour avoir multiplié le nombre d'avionneurs, pour avoir planifié le départ des pèlerins à temps et pour avoir pris toutes les dispositions au niveau de la Mecque. Avec ses encadreurs expérimentés, l'agence, comme à l'accoutumée, s'active à la parfaite organisation du Hajj. Totalisant une dizaine d'expériences dans l'organisation du Hajj et de la Umrah, l'agence Hanbali Voyage a fait de la formation, de l'encadrement et du suivi ses priorités pour la réussite de ce 5e pilier de l'islam. Hajj Mabrour à tous nos pèlerins. Un mot de sport avant de clôturer ce journal. Le 11 national, le MENA, ne participera finalement pas à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de son match retour disputé il y a quelques heures pour cette 5e journée des éliminatoires, le MENA a été battu sur le score d'1-0 par la Tanzanie. Avec cette victoire, la Tanzanie compte désormais 7 points et reste 2e du groupe F derrière l'Algérie qui est déjà qualifiée. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse avec la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, la une des journaux de tous les jeudis que nous vous proposons en rediffusion tous les dimanches en fin de grande édition. Excellente réception chez vous et très bon début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Bonferré Télévision. Bonsoir.